Je m'appelle Gabriel Hanno. J'ai 25 ans, né et élevé à Kearney, Nebraska. Une petite ville avec des champs de maïs à perte de vue et des routes poussiéreuses rouges dès que le vent souffle. Cela peut sembler poétique, mais mon enfance était loin d'être idyllique. C'était une succession de longues journées solitaires et de blessures émotionnelles qui ne guérissaient jamais. En apparence, ma famille elle était aisée. Mon père, Reed Hanot, était un homme d'affaires dans l'immobilier, toujours vêtu de costumes impeccables et portant des lunettes de soleil, même quand le soleil n'était pas de sortie. Ma mère, que j'étais obligé d'appeler « maman », malgré le manque de chaleur qu'elle dégageait, était une femme vive d'esprit, toujours occupée par les soirées du club des femmes de la ville. Ensuite, il y avait mes frères et sœurs, ma sœur Monica et mon frère Marcus, deux personnes qui ressemblaient toujours à des étrangers vivant sous le même toit. Monica, 7 ans de plus que moi, était belle et hautaine, me regardant toujours avec dédain. Marcus, 5 ans de plus, était costaud et rustre, n'hésitant jamais à utiliser ses poings pour affirmer sa domination dans la maison. Et moi, j'étais le plus jeune, l'enfant bâtard, comme me traitait mon père dans ses accès de rage. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que je n'appartenais pas à cet endroit, pas à cette famille. Personne ne le disait ouvertement, mais les murmures, les regards froids et les mots venimeux se sont gravés profondément dans mon esprit. « Tu es un fardeau », me lança un jour Monica avec un ricanement quand j'ai accidentellement cassé un des verres préférés de maman. Cette maison serait tellement plus paisible sans toi. Marcus était plus direct, me poussant une fois dans les escaliers et riant bruyamment. « Espèce de bâtard! Tu crois que tu as ta place ici ?» Je ne comprenais pas pourquoi il me détestait autant. J'étais juste un enfant qui voulait être aimé, qui voulait appartenir à quelque part. Mais chaque jour qui passait, je sentais le gouffre entre moi et ma prétendue famille s'agrandir. Mes parents ne me serraient jamais dans leurs bras, ne me demandaient jamais comment s'était passée ma journée à l'école. Ils ne se souciaient jamais de ce que je pensais ou ressentais. Au lieu de cela, je recevais des menaces. « Si tu ne te tiens pas bien, je t'enverrai dans un orphelinat. » Mon père grogna une fois, pointant un doigt vers mon visage quand j'ai renversé du lait sur la table du dîner. Ma mère regardait simplement, ses yeux aussi froids que la glace, sans dire un mot. Dans ces moments-là, je ne pouvais que baisser la tête, ravalant mes larmes. J'avais peur. J'avais peur qu'il le fasse vraiment, qu'il m'envoie loin, qu'il me rejette comme un objet indésirable. J'ai appris à rester silencieux, à endurer, à devenir invisible dans ma propre maison. Mais le silence ne signifiait pas que la douleur s'arrêtait. Chaque mot, chaque regard plein de mépris de leur part était comme un couteau qui tailladait mon cœur, laissant des cicatrices qui, je le savais, ne guériraient jamais. Un jour, quand j'avais environ 8 ans, Monica et Marcus m'ont fait une farce que je n'oublierai jamais. Ils m'ont enfermé dans le sous-sol obscur pendant toute une nuit, juste parce que j'avais osé prendre un biscuit dans le pot de Monica. J'ai crié, j'ai frappé à la porte, je les ai suppliés de me laisser sortir, mais tout ce que j'ai reçu, ce furent dans leurs gloussements de l'autre côté. « Reste là-bas et fais-toi des amis avec les rats, espèce de bâtard !» a crié Marcus avant de s'éloigner. Je me suis assis recroquevillé dans l'obscurité, écoutant mon cœur battre la chamade, essayant de me dire que tout irait bien. Mais cette nuit-là, je me suis senti plus petit et plus inutile que jamais. Le lendemain matin, quand ma mère a ouvert la porte, elle ne m'a pas demandé si j'allais bien, ne m'a pas serré dans ses bras, ne m'a pas réconforté. Elle a juste dit froidement
Ne mets pas tes frères et sœurs en colère la prochaine fois. J'ai hoché la tête, n'osant pas croiser son regard. Je savais qu'à ses yeux, je n'étais rien. Mais tout n'était pas ténèbres. Dans la tempête glaciale de ma famille, j'ai trouvé un refuge, une petite flamme vacillante qui suffisait à réchauffer mon cœur. Mes grands-parents. Leur maison se trouvait à la périphérie de Kerney, une petite maison en bois avec un jardin plein de marguerites et une vieille balançoire sur laquelle j'adorais m'asseoir pendant des heures. Chaque week-end, je trouvais des moyens d'échapper à ma maison pour être avec eux. C'était le seul endroit où je me sentais aimé, vu comme un être humain. Mon grand-père, un homme grand aux cheveux argentés et aux yeux perçants, semblait toujours sévère. Il avait été agriculteur avant de se lancer dans les affaires et de bâtir une fortune dont j'ai seulement su qu'elle était considérable grâce aux murmures des adultes. Ce n'était pas un homme de paroles douces, mais il était juste. Il m'a appris à nouer mes lacets, à tenir une houe dans le jardin, et surtout, il m'a appris l'intégrité. « Gabriel », m'a-t-il dit une fois, sa voix basse mais puissante. « Une personne peut tout perdre, mais elle ne doit jamais perdre le respect de soi. Tiens-toi droit, peu importe combien de fois la vie te fait tomber. » Ma grand-mère était différente. Elle était douce comme une brise d'été, toujours prête à me serrer dans ses bras chaque fois que je courais vers elle. Elle avait des mains douces mais calleuses à force de jardiner, et l'odeur de ses biscuits fraîchement sortis du four semblait flotter dans l'air. Chaque fois que je leur rendais visite, elle m'attirait à la table de la cuisine, me plaçait une assiette de biscuits chauds devant moi et me demandait « Comment s'est passée ta journée, Gabriel ?» C'était une question que personne dans ma famille ne posait jamais, et chaque fois que je l'entendais, j'avais envie d'éclater en sanglots. Mais je me retenais, me contentant de sourire et de dire « Je vais bien ». Je n'ai jamais parlé à mes grands-parents de ce qui se passait à la maison, non pas parce que je ne leur faisais pas confiance, mais parce que j'avais peur. Mon père m'avait prévenu d'un regard glacial. « Ne parle jamais de ce qui se passe dans cette maison, Gabriel. Si tu le fais, tu le regretteras. » J'avais peur qu'il fasse quelque chose de terrible et j'avais peur de perdre le seul refuge que j'avais, mes grands-parents. Mais d'une manière ou d'une autre, ils semblaient comprendre. Ils ne demandaient pas, mais ils me regardaient toujours avec amour et inquiétude. Ma grand-mère me tenait la main, me caressait les cheveux et murmurait « Tu es un don précieux, Gabriel. Ne l'oublie jamais. » Avec eux, je n'étais pas l'enfant bâtard. J'étais Gabriel, leur petit-fils, quelqu'un qu'ils aimaient inconditionnellement. Les journées chez eux étaient remplies de courses dans le jardin, d'écoute des histoires de mon grand-père sur sa jeunesse, ou d'aide à ma grand-mère pour désherber les parterres de fleurs. Ces moments étaient la seule lumière de mon enfance sombre. Je rêvais un jour de vivre avec eux pour toujours, de quitter la maison froide que j'appelais mon foyer. Mais la vie n'est jamais aussi simple qu'un rêve d'enfant. Quand j'ai eu 12 ans, mon père a commencé à contrôler étroitement mes visites chez mes grands-parents. « Tu n'as pas besoin de t'accrocher à eux tout le temps, » disait-il, la voix empreinte d'irritation. « Ils sont vieux, laisse-les tranquilles. » Je savais que la vraie raison n'était pas leur préoccupation, mais qu'ils ne voulaient pas que je me rapproche trop d'eux. Peut-être avaient-ils peur que je dise quelque chose, que je révèle les secrets qu'ils voulaient enterrer. Progressivement, mes visites chez mes grands-parents sont devenues moins fréquentes. Je devais me faufiler, saisir les moments où mes parents étaient occupés pour courir chez eux. Chaque fois que je quittais leur maison, j'avais l'impression de laisser un morceau de mon cœur derrière moi. J'étais terrifié à l'idée de perdre un jour le seul sanctuaire que j'avais. Et puis ce jour est arrivé.
non pas parce que mes parents l'avaient interdit, mais à cause de quelque chose de bien pire. J'avais 23 ans, fraîchement diplômé en architecture, lorsque j'ai reçu un appel de ma grand-mère. J'étais assis dans ma petite chambre, louée à Lincoln, absorbé par le croquis d'un projet de stage, lorsque le téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de ma grand-mère, et mon cœur s'est soudainement serré. Elle appelait rarement à cette heure, sauf si quelque chose d'important s'était produit. Gabriel. Sa voix tremblait à travers le téléphone, si faible que je la reconnaissais à peine. Ton grand-père, il n'est pas bien. Peux-tu venir tout de suite? Je ne me souviens pas de ma réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'en un instant, j'ai lâché mon crayon, attrapé ma veste et me suis précipité dehors. Le trajet de Lincoln à Kearney ne m'a jamais semblé aussi long. 3 heures de bus, assis recroquevillé, les mains serrées, essayant de réprimer les pensées terribles qui inondaient mon esprit. Mais je ne pouvais pas les arrêter. L'image de mon grand-père, l'homme fort qui me portait autrefois sur ses épaules, qui m'avait appris à me tenir droit face à l'adversité, maintenant gisait immobile quelque part dans un hôpital, me rendait la respiration difficile. Je priais en silence, le suppliant d'aller bien, que j'aurais encore la chance de lui dire combien je l'aimais. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le crépuscule s'installait. L'odeur d'antiseptique et les bips des machines dans le couloir me donnèrent des frissons. Ma grand-mère était assise sur un banc devant la chambre d'hôpital. Ses mains fragiles, serrées l'une contre l'autre, ses yeux rouges et gonflés. Elle s'est levée brusquement en me voyant et s'est précipitée pour me serrer dans ses bras comme si j'étais sa seule bouée de sauvetage. « Gabriel, tu es là ?» a-t-elle murmuré, la voix étranglée par l'émotion. Je l'ai serré fort, essayant de lui donner un peu de force, bien que je tremblais moi-même. « Comment va papy, mamie ?» ai-je demandé, la voix brisée. Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues ridées. Le docteur a dit « Il a un cancer du poumon, stade terminal. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais… » Elle n'a pas terminé sa phrase, se contentant de serrer ma main. J'ai eu l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Cancer, stade terminal. Ces mots m'ont transpercé le cœur, tranchant et froid. Mon grand-père, l'homme que j'ai toujours cru invincible, livrait maintenant une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. J'avais envie de crier, de casser quelque chose pour libérer ma douleur. Mais je suis resté là, silencieux, laissant ma grand-mère s'appuyer sur mon épaule. Quand je suis entré dans la chambre d'hôpital, je le reconnaissais à peine. Il était allongé sur le lit, amaigri, la peau pâle, les yeux enfoncés. Les quelques mèches de cheveux argentés restantes s'accrochaient à son front, et le tube respiratoire rendait son visage méconnaissable. Mais quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés, ne serait-ce que d'une faible lueur. Il a tendu une main tremblante vers moi, et je l'ai rapidement saisie, terrifié qu'il disparaisse pour toujours si je la lâchais. « Gabriel » a-t-il murmuré, la voix rauque. « Tu es là. » Je me suis agenouillé près du lit, les larmes coulant malgré mes efforts pour les retenir. « Grand-père, je suis là. Je suis juste là avec toi. » Je ne savais pas quoi dire d'autre. Je voulais juste qu'il sache que j'étais là, que je ne partirais pas. Pendant les 6 mois suivants, j'ai pratiquement vécu à l'hôpital. J'ai pris un congé de mon stage, je suis retourné à Kearney et j'ai passé chaque instant possible aux côtés de mon grand-père. Ma grand-mère et moi nous relayions pour m'aider. Des petites tâches comme lui donner des bouchées de porridge aux conversations assises à ses côtés, lui tenant la main et l'écoutant raconter de vieilles histoires que je connaissais par cœur.
des histoires sur sa jeunesse, comment il avait bâti sa fortune à partir de rien, les rêves qu'il avait pour la famille. Mais cette fois, sa voix était plus faible, et parfois il s'arrêtait, haletant comme si chaque mot lui coûtait un effort immense. Mes parents, Monica et Marcus, se sont montrés, mais seulement pour sauver les apparences. Mon père venait, restait dans un coin de la pièce, posait quelques questions au médecin, puis partait, prétextant son emploi du temps de travail chargé. Ma mère apportait de somptueux bouquets, les plaçait à la tête de son lit et s'asseyait en parcourant son téléphone, le regardant à peine. Monica et Marcus étaient encore pires. Ils venaient, disaient quelques mots creux, puis murmuraient entre eux à propos de la succession, de ce que grand-père allait laisser. Je les ai entendus, leurs mots me frappant comme des couteaux. Ils ne se souciaient pas de lui. Pas vraiment. Ils ne se souciaient que de l'argent. J'essayais de ne pas me laisser atteindre, mais chaque fois que je les voyais, une vague de colère bouillonnait dans ma poitrine. Mon grand-père se battait pour sa vie chaque jour, et tout ce à quoi il pouvait penser était de diviser sa richesse. J'avais envie de leur hurler de les jeter dehors, mais je savais que grand-père n'aurait pas voulu ça. Il me tenait simplement la main en silence, comme pour dire qu'il comprenait, qu'il ne me blâmait pas pour ce que je ressentais. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans la chambre, il m'a attiré près de lui. La faible lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, projetant de douces ombres sur son visage. Il m'a regardé, ses yeux toujours perçants malgré son corps affaibli. « Gabriel » a-t-il dit, sa voix lente mais résolue. « Quand je ne serai plus là, ramène la photo de toi, moi et mamie à la maison. C'est l'héritage que je veux te laisser. » J'étais sidéré, ne comprenant pas pourquoi il évoquait une photo à ce moment-là. Je connaissais bien la photo. Elle était accrochée au mur du salon chez eux, prise quand j'avais environ 5 ans, me tenant entre lui et mamie, tous les trois souriant joyeusement. C'était l'un de mes plus beaux souvenirs. Mais pourquoi l'appelait-il un héritage? J'ai voulu demander pour en savoir plus, mais ses yeux semblaient me signaler que je n'avais pas besoin de le savoir pour l'instant. J'ai seulement hoché la tête, lui serrant la main. « Oui, grand-père, je promets. » Cette nuit-là, je me suis assis près de son lit, le regardant dormir, sa respiration se mêlant au son des machines. Une profonde peur m'a saisi, la peur qu'il puisse s'en aller à tout moment, que je perde la seule personne au monde qui m'aimait inconditionnellement. Je me suis penché et j'ai murmuré « Grand-père, tu dois rester fort. J'ai besoin de toi. » Mais il n'a pas entendu. Il était plongé dans son sommeil et je ne pouvais que rester assis là, les larmes coulant silencieusement. 6 mois se sont écoulés, chaque jour une bataille. Il y avait des moments où je pensais qu'il pourrait s'en sortir, où il riait et me racontait comment il avait piégé mamie pour l'épouser des années auparavant. Mais il y avait aussi des jours où il était si faible qu'il ne pouvait que rester immobile, les yeux fermés, comme prêt à lâcher prise. Ma grand-mère et moi avons fait tout notre possible, mais au fond, je savais que son temps était compté. Un matin, alors que j'entrais dans la chambre, le médecin m'a appelé à l'écart. Il m'a regardé, son expression grave. « Monsieur Hanaud, l'état de votre grand-père, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Il ne lui reste probablement que quelques jours. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais quand je suis retourné dans la chambre, je me suis agenouillé près de son lit, lui tenant fermement la main. Il a ouvert les yeux, m'a regardé et a esquissé un léger sourire. « Gabriel, a-t-il murmuré, tu es ma fierté. »
Ce furent les derniers mots qu'il me dit. 2 jours plus tard, il est décédé paisiblement, comme il avait vécu, sans fanfare, mais me laissant un vide que rien ne pouvait combler. Je me suis assis à ses côtés, lui tenant la main jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Ma grand-mère m'a serré dans ses bras et nous avons pleuré ensemble en silence, tandis qu'à l'extérieur, le monde continuait comme si rien n'avait changé. Mais pour moi, tout avait changé. Et je ne savais pas alors que ces dernières instructions concernant la photo, le legs, allaient donc révéler un secret qui allait bouleverser toute ma vie. Les jours suivant le décès de mon grand-père m'ont laissé comme une coquille vide. Leur maison, autrefois mon sanctuaire de paix, me semblait maintenant étrangement vide. Chaque coin du jardin, chaque chaise, chaque tasse de thé sur la table de la cuisine portait son ombre. Je me suis assis sur la vieille balançoire dans le jardin, regardant les marguerites dans le jardin de ma grand-mère se balancer dans la brise. Une douleur sourde me serrait la poitrine. Mamie essayait de rester forte, mais je voyais ses yeux rougis chaque fois qu'elle pensait que je ne la regardais pas. Nous nous appuyions l'un sur l'autre, 2 âmes qui avaient perdu la flamme qui réchauffait nos vies. Les funérailles de papy furent simples, comme il l'avait souhaité. Seule la famille et quelques amis proches étaient présents. Mon père, ride, se tenait là dans un coûteux costume noir, le visage sévère, mais pas une seule larme à la vue. Ma mère, comme toujours, maintenait sa façade parfaite, les lèvres serrées, les yeux cachés derrière d'immenses lunettes de soleil. Monica et Marcus étaient là aussi. Mais je pouvais dire que leur regard n'était pas fixé sur le cercueil de papy. Ils balayaient les alentours comme s'ils calculaient quelque chose. Je me tenais près de mamie, lui tenant la main, essayant de les ignorer. Mais au fond, je savais qu'ils n'étaient pas là pour le pleurer. Ils venaient pour autre chose. Quelque chose à quoi je n'osais pas encore penser. Après les funérailles, je suis retourné à mon petit appartement à Kearney, essayant de reprendre ma vie. Mais chaque nuit, je restais éveillé, hanté par l'image de papy sur son lit d'hôpital et son instruction énigmatique concernant la photo. Pourquoi avait-il insisté autant? Ce n'était qu'une photo, un souvenir de famille. Alors pourquoi l'avait-il appelé mon héritage? La question me rongeait, mais je n'étais pas assez courageux pour retourner chez mes grands-parents et faire face à la réalité qu'il était parti pour toujours. Puis un matin, le téléphone a sonné. C'était l'avocat de papy, Harold Grayson, un homme plus âgé à la voix grave et calme. « Gabriel, a-t-il dit, vous devez être à mon bureau ce vendredi. Nous allons lire le testament de votre grand-père. » J'ai hoché la tête au téléphone, bien qu'une vague de malaise m'ait submergé. Un testament? Je n'y avais pas beaucoup réfléchi. Pour moi, papy était l'homme qui m'avait appris l'intégrité et l'amour, pas l'argent ou les biens. Mais je savais que pour ma famille, son testament serait une bombe, et je n'étais pas sûr d'être prêt à y faire face. Vendredi est arrivé, et j'ai mis ma chemise la plus propre, me tenant devant le miroir et me disant d'être fort. Je suis arrivé au bureau de l'avocat, une petite pièce mais digne, avec des étagères en bois débordant de papier. Mamie était déjà là, assise droite, les mains serrées sur ses genoux. Mes parents, Monica et Marcus, étaient là aussi, et l'air dans la pièce était lourd comme si une tempête était sur le point d'éclater. Mon père était assis devant, ses yeux froids parcourant la pièce, comme pour évaluer chacun. Ma mère était assise à côté de lui, les lèvres pincées, tripotant la bague en diamant à son doigt. Monica et Marcus se chuchotaient, me jetant de temps en temps des regards irrités. Monsieur Grayson est entré, tenant une épaisse pile de documents. Il a mis ses lunettes, s'est assis lentement et a commencé. Aujourd'hui,
nous sommes réunis pour lire le testament de Monsieur William Hennett, dûment exécuté et notarié le 12 mars 2023. Il a fait une pause, regardant autour de la pièce. Mon cœur battait plus fort. Il y avait quelque chose dans la voix de Monsieur Grayson qui me troublait, comme s'il savait quelque chose que nous ignorions. Il a commencé à lire. Le testament détaillait la succession de Papy, une fortune bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Des actions dans des sociétés immobilières, plusieurs terrains dans le Nebraska et les États voisins, des actions dans plusieurs grandes entreprises et une somme d'argent considérable. Au total, M. Grayson a estimé la valeur à plus de 15 millions de dollars. Je suis resté là, abasourdi. Je savais que Papy était riche, mais ce chiffre dépassait tout ce que j'avais jamais envisagé. 15 millions de dollars. C'était un monde que je n'avais jamais touché. Mon père a souri, un sourire triomphant éclairant son visage. Ma mère s'est redressée, ses yeux brillants. Monica et Marcus ont échangé des regards excités, comme s'ils venaient de gagner à la loterie. Seuls Mamie et moi sommes restés silencieux, moi par choc et elle. Elle a juste baissé la tête, ses mains tremblant. Puis M. Grayson a continué. Conformément aux termes de ce testament, la totalité de la succession de M. William Hannut est transférée à son fils, M. Reed Hannut. La pièce a éclaté. Mon père a éclaté de rire, frappant la table de sa main. « C'est mon père », a-t-il dit, la voix pleine de fierté. Ma mère a souri pour la première fois ce jour-là, et Monica a applaudi, murmurant quelque chose à Marcus. Je les ai regardés, une étrange douleur montant dans ma poitrine. Ce n'était pas que je m'attendais à recevoir quoi que ce soit. Je n'y avais jamais pensé. Mais voir leur joie, voir comment ils avaient transformé la douleur de perdre Papy en une opportunité de devenir riche, me remplissait de dégoût. Je me suis tourné vers Mamie, cherchant un peu de réconfort, mais elle m'a seulement regardé, les yeux pleins de signification. Je ne comprenais pas, mais quelque chose dans son regard m'a jeté un frisson. C'était comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Quand la réunion s'est terminée, mon père s'est approché de moi, le sourire sur son visage maintenant remplacé par un rictus de mépris. « Ne te fais pas d'idée, Gabriel, » a-t-il dit, sa voix glaciale. « Tu n'auras pas un centime. Je garderai tout. Et plus tard, Monica et Marcus auront leur part. Mais toi, un bâtard comme toi, tu ne mérites rien. » Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau. Je suis resté là, sans voix, le regardant s'éloigner. Ma mère et mes frères et sœurs le suivaient, riant et bavardant comme s'ils venaient de gagner un jeu à enjeux élevés. Mamie a pris ma main, la serrant doucement, mais je n'ai pas osé la regarder. J'avais peur qu'elle voie les larmes qui me montaient aux yeux. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement et je me suis allongé sur mon lit, mon esprit en ébullition. Les mots de mon père résonnaient dans ma tête. « Un bâtard comme toi. » J'avais entendu cette phrase 1000 fois, mais cette fois, ça faisait plus mal que jamais. J'ai pensé à Papy, au jour où il me tenait la main et m'apprenait le respect de soi. J'ai pensé à son instruction concernant la photo. Et puis, comme un éclair, je me suis redressé. La photo. Il avait dit que c'était mon héritage. Pourquoi? Pourquoi avait-il insisté autant? Je ne pouvais plus attendre. Le lendemain matin, je suis allé en voiture chez mes grands-parents, le cœur battant comme s'il allait éclater de ma poitrine. La petite maison en bois se tenait toujours là, silencieuse au milieu des vibrantes marguerites jaunes. Mais l'air semblait maintenant lourd, comme si la maison elle-même était en deuil. J'ai marché sur le porche, les mains tremblant alors que j'insérais la clé dans la serrure.
Quand j'ai ouvert la porte, l'odeur familière des biscuits de ma grand-mère a flotté, et je l'ai vue assise à la table de la cuisine, ses mains fragiles agrippant une tasse de thé. Elle a levé les yeux, ses yeux rougis s'illuminant en me voyant. « Gabriel » a-t-elle appelé, sa voix douce mais teintée d'inquiétude. « Tu es là. » Je me suis approché et je l'ai serré fort, sentant la chaleur de son corps fragile. « Mamie » ai-je murmuré. « Il faut que je prenne la photo, celle dont papy m'a parlé. » Elle a hoché la tête comme si elle avait anticipé ce moment. « Elle est dans le salon. Tu sais où ?» a-t-elle dit. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux, comme si elle cachait un secret. Je n'ai pas posé d'autres questions, me contentant d'entrer dans le salon où la photo était toujours accrochée au mur à côté de la cheminée. Moi, à 5 ans, me tenant entre mes grands-parents, tous souriant joyeusement comme le soleil d'été. Je me suis levé, retirant soigneusement le cadre, mon cœur battant si fort que je pouvais entendre le sang circuler dans mes oreilles. Et puis, je l'ai vu. Au dos du cadre, solidement fixé avec du ruban adhésif, se trouvait une épaisse enveloppe. Mon nom y était écrit de la main ferme de mon grand-père. Pour Gabriel. J'ai jeté un regard à mamie, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains serrées, les yeux mêlant inquiétude et anticipation. J'ai pris une profonde inspiration et décollé l'enveloppe, sentant comme si j'ouvrais la porte d'un monde que je n'avais jamais connu. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient 3 choses. Un morceau de papier soigneusement plié, une lettre manuscrite et une photographie. J'ai d'abord pris la photo et immédiatement un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. C'était moi, un bébé d'environ 6 mois, blotti dans les bras d'un jeune homme. Il avait des yeux brillants, un sourire radieux et des cheveux foncés comme les miens. Mais je ne l'avais jamais vu auparavant. Mon cœur s'est emballé, une étrange prémonition surgissant en moi. Je me suis tourné vers mamie, la voix tremblante. « Mamie, qui est-ce » Elle n'a pas répondu immédiatement, s'est seulement avancée et a posé une main sur mon épaule. « Ouvre la lettre, Gabriel » a-t-elle dit, sa voix douce comme une brise. « Ton grand-père voulait que tu saches la vérité. » J'ai déplié la lettre, mes mains tremblant si fort que j'ai failli la laisser tomber. Les mots de mon grand-père sont apparus, chacun frappant mon cœur comme un marteau. « Gabriel » écrivait-il, « si tu lis cette lettre, cela signifie que je suis parti. Mais je veux que tu saches la vérité. La vérité que je garde cachée depuis trop longtemps. Tu n'es pas le fils de Reed. Tu es le fils du frère cadet de Jonathan Reed. Mon plus jeune fils. Jonathan est décédé dans un accident quand tu étais très jeune. J'ai eu tort de désavouer Jonathan, et c'est le plus grand regret de ma vie. Tu es l'héritage de Jonathan, et je veux que les choses s'arrangent pour toi. » Je me suis arrêté de lire, le souffle coupé. Jonathan, mon vrai père. Le monde semblait tourner autour de moi, comme si le sol sous mes pieds s'effondrait. J'ai regardé la photo à nouveau, le visage de l'homme, mon père, Jonathan, et j'ai ressenti un étrange mélange de douleur et de curiosité. Qui était-il? Pourquoi ne m'avait-on jamais parlé de lui? Je me suis tourné vers mamie, les larmes aux yeux. « Mamie, pourquoi? Pourquoi personne ne me l'a dit ?» Mamie s'est assise à côté de moi, me prenant la main, ses yeux débordant de larmes et de douleur. « Gabriel, mon cher, » a-t-elle dit, sa voix étranglée comme si elle essayait de retenir une vague d'émotion. « Nous voulions te protéger, te laisser grandir comme les autres enfants. Reed, il a accepté de t'élever après le décès de Jonathan. » J'ai secoué la tête, mon esprit en ébullition,
essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Mais pourquoi papy ne me l'a-t-il pas dit? Pourquoi m'a-t-il caché cela toutes ces années? Ma voix s'est brisée de douleur et de désespoir. Je voulais comprendre, savoir pourquoi l'homme que j'aimais le plus avait gardé un secret aussi monumental. Mamie a soupiré, ses mains fragiles tremblant alors qu'elle serrait dire les miennes. Ton grand-père, il portait un fardeau de culpabilité trop lourd, Gabriel. Il avait tort, terriblement tort. Quand il a désavoué Jonathan, ton père, c'était pour quelque chose de trivial, quelque chose qui, rétrospectivement, lui semblait dénué de sens. Jonathan a refusé d'épouser la femme que ton grand-père avait arrangée pour lui. Il voulait vivre sa vie selon ses propres termes, aimer avec son cœur. Ton grand-père, avec ses manières rigides à l'époque, ne pouvait pas l'accepter. Il a coupé tout contact avec Jonathan, le fils qu'il aimait tant, et l'a rejeté de la famille. Mais quand Jonathan est mort dans cet accident, elle s'est arrêtée, sa voix se brisant, les larmes coulant sur ses joues ridées. Ton grand-père a senti qu'il avait perdu tout son monde. Il était rongé par la culpabilité. Tourmenté chaque jour pour avoir perdu son plus jeune fils à cause de sa propre fierté. Je suis resté silencieux, une douleur aiguë me transperçant la poitrine. Mon père, Jonathan, désavoué simplement pour avoir voulu vivre en accord avec lui-même. J'ai regardé la photo dans ma main, le visage du jeune homme souriant radieusement alors qu'il me tenait. Et mes larmes ont commencé à couler. Alors, pourquoi papy ne me l'a-t-il pas dit? Ai-je demandé, la voix tremblante. Pourquoi m'a-t-il laissé grandir sans savoir qui était mon vrai père? Mamie m'a caressé les cheveux, comme elle le faisait quand j'étais enfant. Ton grand-père voulait te protéger, Gabriel. Il avait peur que si tu savais que tu étais un orphelin, que ton père était parti pour toujours, tu ne puisses pas le supporter. Il voulait que tu grandisses comme les autres enfants, avec une maison, une famille, même si cette famille était loin d'être parfaite. Mais plus que cela, il n'avait pas le courage de faire face à sa propre erreur. Chaque fois qu'il te regardait, il voyait Jonathan. Son sourire, ses yeux, sa force en toi. Te dire la vérité signifiait admettre qu'il avait tort, qu'il avait perdu Jonathan à cause de son entêtement. Il ne pouvait pas supporter cette douleur. Elle a marqué une pause, prenant une profonde inspiration, comme pour rassembler sa force. Mais ton grand-père t'aimait, Gabriel. Tu étais tout ce qui restait de Jonathan. Et il voulait que les choses s'arrangent pour toi, pour ton père. Ce testament, cette lettre, c'est sa façon de faire amende honorable, de te donner ce que tu mérites. Je suis retourné à la lettre, lisant, chaque ligne me déchirant le cœur. Papy écrivait « Dans le testament original, j'ai laissé toute ma succession à Reed, à condition qu'il en partage 50% avec toi. Mais je ne fais pas confiance à Reed, alors j'ai créé un second testament. Et tu peux rendre ce nouveau testament public si Reed refuse de te donner une part de la succession après ma mort. Lève-toi et réclame ce qui t'appartient de droit. Les avides ne méritent pas ce que j'ai laissé. » J'ai ouvert l'autre document, le Nouveau Testament, dûment notarié, daté après celui révélé à la famille. En lui, papy a laissé presque toute la succession, actions, biens immobiliers, participations, à moi avec seulement une petite portion pour mon père, Reed. Je me suis effondré sur la chaise, mon esprit tournait. 15 millions de dollars. 90% étaient à moi. Mais plus que l'argent, ce qui m'a laissé stupéfait, c'est la vérité sur mon identité. Je n'étais pas le fils de Reed, j'étais celui de Jonathan, un homme que je n'avais jamais connu. J'ai regardé la photo à nouveau,
traçant le visage de l'homme, mon père. Les larmes coulaient silencieusement, trempant l'image. Je me sentais à la fois le cœur brisé et soulagé, comme si une porte s'était ouverte. Mais en même temps, cela me tirait dans une tempête que je n'étais pas prêt à affronter. « Quoi? Comment était-il, mamie ?» ai-je demandé, la voix hésitante. « Mon père, comment était-il ?» Mamie a souri tristement, me caressant les cheveux comme elle le faisait quand j'étais jeune. « Jonathan était spécial. Il te ressemblait. Gentil, fort, mais aussi têtu. Il t'aimait plus que tout, même s'il n'a eu que 6 mois avec toi. Cette photo, c'était son moment le plus heureux, te tenir dans ses bras. J'ai baissé la tête, fixant la photo dans ma main, mes doigts traçant doucement le visage de l'homme, mon père, Jonathan. Son sourire était radieux, ses yeux pétillants comme s'ils contenaient le monde entier. Et le bébé dans ses bras, moi, souriait sans souci. Ce moment, bien que je ne m'en souvienne pas, est soudainement devenu la chose la plus précieuse que j'ai jamais touchée. Mais avec la joie, une douleur aiguë et lancinante est venue, comme si mon cœur était écrasé. J'avais vécu 25 ans sans connaître cet homme, sans savoir que j'avais été aimé ainsi. Et maintenant, la vérité dévoilée, je ressentais une perte plus grande que jamais. J'ai levé les yeux vers mamie, les larmes coulant silencieusement sur mon visage. « Mamie, raconte-moi encore des choses sur lui. Je veux savoir ce qu'était mon père. » Ma voix tremblait, presque implorante. J'avais besoin de quelque chose pour m'accrocher, pour combler le vide que cette révélation avait creusé dans mon cœur. Mamie a soupiré, me tirant pour m'asseoir sur la chaise, ses mains fragiles agrippant les miennes, comme si elle avait peur que je disparaisse. « Jonathan, a-t-elle commencé, sa voix s'abaissant, comme si elle tournait les pages de souvenirs anciens et poussiéreux. Il était notre Benjamin, 10 ans de moins que Reed. C'est peut-être pour cela que ton grand-père était toujours plus strict avec lui. Reed suivait toujours les volontés de ton grand-père. Mais Jonathan était différent. Il avait un feu dans son cœur, un sens de la liberté que ton grand-père, avec son esprit rigide, ne pouvait pas comprendre. » Elle a marqué une pause, son regard distant, comme si elle pouvait voir Jonathan juste devant elle. Quand Jonathan avait 18 ans, ton grand-père lui a arrangé un mariage avec la fille d'une famille riche d'Omaha. Il pensait que c'était le meilleur moyen d'assurer l'avenir de Jonathan et de la famille. Mais Jonathan, il a refusé. Il a dit qu'il voulait vivre sa vie selon ses propres termes, aimer et épouser la personne que son cœur choisissait. Ce fut la première fois qu'il défia ton grand-père, et ce fut aussi la dernière. J'ai écouté, sentant un frisson me parcourir. Mon père, un homme qui s'est défendu, qui a défié le monde pour protéger son amour. J'ai souri instinctivement, bien que des larmes coulaient encore sur mes joues. Alors, qui était ma vraie mère ? Ai-je demandé, ma voix s'adoucissant. J'ai soudainement réalisé que je n'avais pas seulement perdu mon père. Je ne savais rien de la femme qui m'avait donné naissance. Mamie a serré ma main, ses yeux reflétant une douleur profonde et intense. Ta mère, Émilie, était une fille merveilleuse. Elle travaillait dans un petit café à Kearney, un endroit que Jonathan fréquentait. Ils sont tombés amoureux, Gabriel. Un amour féroce, sincère, mais qu'il déplaisait à ton grand-père. Émilie n'avait ni richesse, ni statut, juste un cœur chaleureux et un sourire qui faisait que Jonathan était prêt à tout abandonner. Quand Jonathan a annoncé qu'il voulait épouser Émilie, ton grand-père était furieux. Il a dit que Jonathan déshonorait la famille, qu'il n'était pas digne d'être son fils. Il a désavoué Jonathan,
l'a mise à la porte et a coupé tout contact. J'ai senti que je ne pouvais plus respirer. Alors, qu'est-il arrivé à ma mère? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi redoutait la réponse. Mamie a baissé la tête, sa voix tombant dans un murmure. Émilie était enceinte de toi quand Jonathan et elle se sont mariés lors d'une simple cérémonie sans aucune famille présente. Ils vivaient dans un petit appartement, heureux malgré leur manque d'argent. Mais ensuite, quand tu avais 6 mois, Jonathan a eu un accident. Un camion a perdu le contrôle sur l'autoroute et il a disparu à jamais. Émilie était complètement brisée. Elle n'avait pas la force de t'élever seule, sans famille, sans soutien. Elle t'a confié à Reed, espérant que tu aurais une meilleure vie. Puis elle est partie, et personne ne sait où elle est allée. Ton grand-père et moi l'avons cherchée, mais c'était comme si elle avait disparu de la terre. Je me suis assise en silence, sentant comme si un trou noir m'avalait tout entier. Mon père est mort dans un accident. Ma mère est partie, m'abandonnant comme un orphelin. Et moi, pendant 25 ans, j'avais vécu dans une famille qui ne me voulait pas, ne m'aimait pas. J'ai serré la photo contre ma poitrine, les larmes trempant le visage de mon père. Pourquoi? Pourquoi papy ne m'a-t-il pas recueilli? Pourquoi a-t-il laissé Reed m'élever? Mamie a essuyé ses larmes, sa voix tremblant, mais résolue. Ton grand-père pensait qu'en laissant Reed t'élever, c'était la meilleure façon de te donner une maison, même si elle n'était pas parfaite. Mais il avait tort. Chaque fois qu'il te voyait comment Reed te traitait, c'était comme un couteau dans son cœur. Il savait que tu n'étais pas heureux, mais il n'avait pas le courage de faire face à ses erreurs, d'admettre qu'il avait rejeté Jonathan. Et maintenant, il te laissait souffrir. Elle s'est arrêtée, prenant une profonde inspiration, comme pour rassembler la force de dire la chose la plus importante. Quand ton grand-père a su qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, il a décidé qu'il devait faire ce qui était juste. Ce testament, cette lettre, cette photo, c'est sa façon de faire amende honorable, de te rendre ce que tu mérites. J'ai regardé mamie, une vague d'émotions déferlant en moi. Douleur, colère, mais aussi soulagement. Je ne lui en voulais pas. Je ne voulais pas en vouloir à papy. Je savais qu'ils avaient fait de leur mieux. Partagé entre la culpabilité et l'amour, j'ai serré plus fort la photo, sentant la chaleur du visage de mon père, même si ce n'était que par une image. Je ne vous blâme pas, ni papy, ai-je murmuré, la voix étranglée. J'ai juste voulu savoir qui était mon père. Je veux me souvenir de lui. Mamie m'a serré dans ses bras, ses larmes tombant sur mon épaule. Tu lui ressembles tellement, Gabriel. Il serait si fier de toi. Et ton grand-père, il l'était aussi. Il t'a tout laissé, pas seulement l'argent, mais la vérité. L'amour qu'il n'a pas pu donner à Jonathan à temps. Je me suis assis là dans les bras de mamie, me sentant à la fois brisé et réparé. La vérité sur mon père, ma mère, les années où j'ai été rejeté. C'était comme une tempête qui m'emportait. Mais dans cette tempête, j'ai trouvé une petite flamme. La flamme de l'amour que mon père Jonathan avait pour moi, même si ce fut seulement pendant 6 courts mois. Et cette flamme, avec le testament de papy, me donnerait la force de continuer. Mais je savais que la route devant moi ne serait pas facile. Reed, Monica, Marcus, ils ne me laisseraient pas prendre ce qu'ils croyaient être à eux sans se battre. J'ai regardé mamie, mes yeux plus résolus que jamais. Mamie, je vais faire ce que papy voulait. Je vais réclamer ce qui m'appartient de droit. Elle a hoché la tête, un léger sourire mais confiant sur le visage. Je sais que tu le feras, Gabriel, mais sois prudent.
Reed, il n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Ton grand-père l'avait prévu, c'est pourquoi il a caché ce testament. Tu dois être fort, comme Jonathan, comme toi-même. J'ai hoché la tête, serrant la photo et la lettre contre ma poitrine. La tempête familiale approchait, et moi, Gabriel Hanat, je devrais me tenir droit pour y faire face. J'ai décidé d'organiser une réunion de famille, non pas pour une réconciliation, mais pour révéler la vérité. J'ai contacté M. Harold Grayson, l'avocat de mon grand-père, et il a accepté d'aider. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça, Gabriel ?» a-t-il demandé au téléphone, sa voix calme, mais teintée d'inquiétude. Reed n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Vous devez être préparé. Je sais, monsieur, ai-je répondu, essayant de garder ma voix ferme. Mais je dois le faire pour papy, pour mon père et pour moi-même. La réunion a été organisée au bureau de monsieur Grayson, dans la même petite pièce où, peu de temps auparavant, le faux testament avait été annoncé. Je suis arrivé en avance, portant l'enveloppe contenant le Nouveau Testament, la lettre et la photo. Mamie s'est assise à mes côtés, ses mains fragiles serrant les miennes, ses yeux résolus, mais incapables de cacher son inquiétude. « Tu fais la bonne chose, Gabriel, » a-t-elle murmuré. « Ton grand-père serait fier de toi. » Quand Reed est entré, l'air dans la pièce s'est alourdi. Il portait un costume gris, ses yeux froids me parcourant comme un faucon repérant sa proie. Ma mère, comme d'habitude, le suivait à ses côtés, son visage impassible, les lèvres serrées. Monica et Marcus traînaient derrière, Monica avec son ricanement familier, et Marcus me regardant avec une hostilité ouverte. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Ce n'était pas le moment d'avoir peur. Monsieur Grayson s'est levé, sa voix résonnant clairement dans la pièce silencieuse. Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter d'une affaire importante concernant le testament de monsieur William Hannett. Gabriel a apporté un nouveau document et je demande à chacun d'écouter attentivement. Reed a ricané, se penchant en arrière sur sa chaise. « Qu'est-ce que ce non-sens maintenant ?» a-t-il dit, sa voix pleine de sarcasme. « Je pensais que tout était réglé. » Je me suis levé, serrant l'enveloppe, mon cœur battant. « Non, ce n'est pas réglé, » ai-je dit, ma voix plus forte que je ne m'y attendais. « Papy a laissé un Nouveau Testament, légalement notarié, et je veux que tout le monde sache la vérité. » La pièce a éclaté. Reed s'est levé d'un bond, son visage rougi par la colère. « Quoi? Un Nouveau Testament? Tu inventes, n'est-ce pas, espèce de bâtard ?» Le mot « bâtard » m'a frappé comme un couteau familier. Mais cette fois, je n'ai pas baissé la tête. J'ai regardé droit dans ses yeux, sentant un feu s'allumer en moi. « C'est exact. Je ne suis pas ton fils, » ai-je dit, ma voix calme mais tranchante. « Je suis le fils de Jonathan, ton frère, et papy a laissé un Nouveau Testament, donnant 90% de la succession à moi. Tu n'en as que 10%. » J'ai ouvert l'enveloppe, sorti le testament et la lettre, les plaçant sur la table devant M. Grayson. L'avocat les a pris, les a examinés attentivement et a hoché la tête. « Ce document est légitime, » a-t-il déclaré. « Il a été notarié le 15 septembre 2024, après le testament précédent. Selon la loi, ce Nouveau Testament a la primauté et supplante l'Ancien. » Reed s'était lancé, arrachant le testament des mains de M. Grayson, ses yeux flamboyants. « C'est un faux, » a-t-il rugi, sa voix tremblant de rage. « Tu crois pouvoir me tromper avec un misérable bout de papier, Gabriel? Tu n'es rien qu'un nobody sans aucun droit à quoi que ce soit dans cette famille. » Monica et Marcus se sont levés, leur voix se joignant à la tempête.
Il ment, a hurlé Monica, me pointant du doigt. Il essaie de voler notre héritage. Marcus s'est rapproché, les poings serrés comme s'il attendait une excuse pour me frapper. « Qui te prends-tu pour » a-t-il grogné. « Tu n'es rien. » Je suis resté debout, refusant de reculer, bien que mon cœur batte comme s'il allait exploser. « Je suis le fils de Jonathan, » ai-je dit, ma voix coupant le chaos. « Et c'est le souhait de Papy. Si tu ne me crois pas, lis cette lettre. » J'ai poussé la lettre de Papy vers Reed, mais il n'y a jeté qu'un regard, ses yeux pleins de mépris. « Une lettre ? Tu l'as écrite toi-même » Reed a jeté la lettre sur la table, se tournant vers M. Grayson. « Harold, tu ne peux pas croire ça. Ce gamin essaie de nous escroquer tous. » M. Grayson est resté calme, ajustant ses lunettes. « Reed, je l'ai vérifié. Ce testament a été notarié par un notaire indépendant avec les signatures de 2 témoins. Il est tout à fait légal. Si vous souhaitez le contester, vous pouvez l'amener devant les tribunaux. Mais selon la loi, ce testament prévaudra. » Reed s'est tourné vers moi, ses yeux brûlants d'une fureur qui semblait consumer l'air. « Tu vas le regretter, Gabriel, » a-t-il craché. « Tu crois pouvoir m'affronter ? Je m'assurerai que tu perdes tout. » Ma mère, parlant pour la première fois, a utilisé une voix aussi froide que la glace. « Gabriel, tu devrais t'arrêter avant que ça n'aille trop loin. Tu n'appartiens pas à cette famille. N'essaie pas de faire l'impossible. » Je l'ai regardée, la femme que j'avais autrefois appelée maman, et mon cœur s'est serré. « Je n'ai jamais appartenu à cette famille, » ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. « Mais je suis le petit-fils de Papy, le fils de Jonathan, et je ne laisserai pas Papy tomber. » Monica a laissé échapper un rire aigu et glacial. « Il se croit un héros, » a-t-elle dit en se tournant vers Marcus. « Il n'a aucune idée de qui il a affaire. » Marcus s'est rapproché, sa voix basse et menaçante. « Tu veux la guerre, Gabriel ? Très bien, mais tu vas perdre. Et tu vas tout perdre. » Mamie, qui avait été silencieuse jusqu'alors, s'est soudainement levée. Bien que petite et fragile, elle rayonnait d'une force que je n'avais jamais vue. « Assez, » a-t-elle dit, sa voix sonnant comme un commandement. « Lisez. Monica, Marcus, vous devriez avoir honte. William a choisi Gabriel parce qu'il savait que vous n'étiez pas digne. Vous ne vous souciez que de l'argent, tandis que Gabriel se soucie de son père, de l'amour que William a laissé derrière lui. Vous voulez poursuivre en justice ? Allez-y. Mais la vérité ne changera pas. » Reed a regardé Mamie, ses yeux flamboyants de colère, mais teintés d'une pointe de lassitude. « Mère, tu prends le parti de ce gamin ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. « Je prends le parti de la vérité, » a répondu Mamie, sa voix inébranlable. « Et la vérité est que Gabriel est mon petit-fils, le fils de Jonathan. William a bien fait, et je témoignerai de cela. » La pièce est tombée dans le silence, seulement interrompue par la respiration lourde de Reed. Il m'a regardé, puis Mamie, puis M. Grayson. « Ce n'est pas fini, » a-t-il dit, sa voix glaciale. « Je vais poursuivre, je vais tout bouleverser. Il n'aura pas un centime. » Il s'est retourné et est sorti en trombe. Ma mère, Monica et Marcus l'ont suivi, sortant derrière lui. La porte s'est claquée, me laissant Mamie et M. Grayson dans le silence pesant. Je me suis effondré sur la chaise, mon corps épuisé. Mais à l'intérieur, le feu brûlait toujours. J'avais lâché une bombe sur cette famille, et maintenant la vraie bataille commençait. Mamie m'a pris la main, ses yeux remplis de confiance. « Tu as fait la bonne chose, Gabriel, » a-t-elle dit,
Mais sois prêt. Reed n'abandonnera pas facilement. J'ai hoché la tête, serrant la photo de mon père. Je sais, mamie, mais je n'abandonnerai pas. J'ai promis à papy, à mon père et à moi-même. Les jours suivant la réunion de famille m'ont laissé sur les nerfs, comme une corde trop tendue prête à casser. Chaque petit bruit dehors de ma porte d'appartement, chaque appel d'un numéro inconnu, me faisait sursauter. La menace de Reed, je vais tout bouleverser, résonnait dans mon esprit comme une malédiction dont je ne pouvais pas me débarrasser. Je savais qu'il ne plaisantait pas. Reed Hanott n'était pas du genre à abandonner facilement ce qu'il croyait être le sien, surtout quand il s'agissait de 15 millions de dollars. Je suis devenu plus prudent. Je n'ai pas gardé le Nouveau Testament ni la lettre de papy dans mon appartement. J'ai confié les originaux à M. Grayson, l'avocat de papy, qui les a enfermés dans un coffre-fort à son bureau, tandis que j'en gardais une copie certifiée conforme. La photo de mon père, Jonathan, me tenant. Je la portais dans mon portefeuille, toujours avec moi comme un talisman. Elle me rappelait que je ne me battais pas seulement pour l'argent, mais pour la vérité, pour l'amour que mon père et mon grand-père avaient pour moi. Mais Reed et mes frères et sœurs ne m'ont pas laissé tranquille. Quelques jours après la réunion, j'ai reçu un appel d'un journaliste local. « Est-ce bien Gabriel Hanott ?» La voix de l'homme traversait, pleine de curiosité. « Nous avons entendu dire que vous essayez de falsifier le testament de William Hanott pour voler la fortune familiale. Voulez-vous commenter ?» Je me suis figé, sentant le sang affluer à mon visage. « Qui vous a dit ça ?» ai-je demandé, ma voix tremblant de colère. « Une source fiable, » a répondu le journaliste évasivement. « La rumeur dit que vous n'êtes pas le vrai fils de Reed Hanott, et maintenant vous essayez de vous emparer de la succession avec un faux testament. » J'ai raccroché, mes mains tremblant si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Reed? Ça devait être lui ou Monica ou Marcus qui répandaient ces mensonges. Il ne voulait pas seulement reprendre la succession, il voulait ruiner ma réputation, me peindre comme un fraudeur aux yeux de tous. J'ai appelé M. Grayson immédiatement, lui racontant ce qui s'était passé. Il a soupiré au téléphone. « J'avais peur de ça, Gabriel. Reed joue salement. Vous devez être encore plus prudent. » Les choses se sont aggravées quelques jours plus tard. Une nuit, en rentrant à mon appartement après une longue journée de travail, j'ai trouvé la porte forcée. Mon cœur s'est emballé en entrant pour voir mon appartement sans dessus-dessous, les tiroirs renversés, les papiers éparpillés sur le sol, même le petit coffre-fort de ma chambre enfoncé. Heureusement, je n'y avais pas gardé le testament ni aucun document important. Mais l'idée que quelqu'un ait envahi mon espace privé m'a donné des frissons. J'ai appelé la police, mais ils ont seulement déposé un rapport et ont dit qu'ils enquêteraient. Au fond, je savais que Reed était derrière tout ça. Lui ou Monica et Marcus avaient engagé quelqu'un pour trouver le Nouveau Testament afin de détruire les preuves avant que je ne puisse le porter devant les tribunaux. Je commençais à me sentir comme un animal traqué. Chaque jour, je vérifiais les portes, les fenêtres, m'assurant que personne ne puisse entrer à nouveau. J'ai même demandé à Ethan, mon ami proche depuis l'université, de garder une copie certifiée conforme du testament, au cas où je perdrais le mien. Ethan, avec sa nature franche et loyale, a accepté sans hésiter. « Gabe, ta famille est un bordel, » a-t-il dit en secouant la tête. « Mais je suis avec toi. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord ?» Mais la tempête ne s'est pas calmée. Les médias locaux ont commencé à couvrir le scandale de la succession de la famille Hanott. Des articles de tabloïds sont apparus me qualifiant d'opportuniste, d'enfant bâtard essayant de voler la fortune familiale. Un article a même creusé dans mon passé
affirmant que j'étais un enfant à problème, rejeté par la famille pour comportement inapproprié. Chaque mot dans ces articles me tailladait le cœur. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était la façon dont il diffamait Papy, disant qu'il avait été manipulé pour faire le Nouveau Testament. J'avais envie de hurler pour dire au monde que Papy était l'homme le plus honorable que j'ai jamais connu. Qu'il m'avait choisi parce qu'il me faisait confiance, parce qu'il voulait faire amende honorable pour mon père. L'opinion publique a commencé à se retourner contre Reed, Monica et Marcus lorsque quelques anciens voisins de mes grands-parents se sont manifestés. Ils ont raconté comment Reed me traitait froidement quand j'étais enfant. Comment mes grands-parents me protégeaient toujours. Un article dans le journal local citait un ami de Papy. William Hannott n'était pas quelqu'un qu'on pouvait manipuler. S'il a laissé sa succession à Gabriel, il avait une bonne raison. Ces mots m'ont réconforté, mais je savais que la bataille n'était pas terminée. Reed n'avait pas encore joué sa dernière carte. La bataille juridique a commencé comme une véritable tempête. Reed a engagé une équipe d'avocats coûteux d'Omaha, dirigée par un homme nommé Victor Crane, tristement célèbre comme le destructeur de testaments. Ils ont intenté une action en justice, demandant au tribunal de déclarer le Nouveau Testament de Papy invalide, alléguant qu'il n'était pas saint d'esprit lorsqu'il l'avait fait et qu'il avait peut-être été contraint. Chaque accusation m'a frappé comme un coup de poing au ventre, mais je n'ai pas été surpris. J'avais vu le regard dans les yeux de Reed pendant la réunion de famille. Il ferait n'importe quoi pour garder cet argent. Monsieur Grayson et moi nous sommes préparés méticuleusement. Il m'a aidé à rassembler des preuves, des dossiers médicaux du médecin de Papy, prouvant qu'il était pleinement lucide dans ces derniers mois. Des témoignages du notaire et des 2 témoins présents lorsque Papy a signé le Nouveau Testament. Et des dossiers d'hôpital documentant comment Mamie et moi nous nous sommes occupés de lui pendant ces 6 mois. Je savais que nous avions l'avantage, mais chaque jour, entrer au tribunal ressemblait à entrer dans une arène où Reed et son équipe juridique étaient des lions prêts à me déchiqueter. La première audience a eu lieu au tribunal de district de Kearney. Je me suis assis à la table des plaignants à côté de M. Grayson, tandis que Reed, Monica et Marcus étaient assis en face de nous, leurs yeux froids et tranchants comme des couteaux. Victor Crane s'est levé, sa voix douce mais menaçante. « Votre honneur, nous avons des raisons de croire que M. William Hannett n'était pas saint d'esprit dans ces derniers jours lorsque ce Nouveau Testament a été créé. De plus, nous suspectons que Gabriel Hannett, qui n'est pas le fils biologique de M. Reed Hannett, a profité de l'état affaibli de M. William pour le contraindre à modifier le testament. J'ai serré les poings sous la table, luttant pour contenir ma colère. M. Grayson a posé une main sur mon épaule, murmurant « Restez calme, Gabriel. Nous avons la vérité. » Il s'est levé, sa voix calme mais puissante, présentant les dossiers médicaux et le témoignage du notaire. M. William Hannett était pleinement lucide lorsqu'il a signé le Nouveau Testament. Il en a discuté la décision avec moi en détail, et je peux confirmer que c'était son intention réelle. Mamie a également témoigné, bien que dans ses 70 ans, elle s'est tenue droite, sa voix claire et résolue. Mon mari William savait exactement ce qu'il faisait. Il aimait Gabriel et voulait réparer les torts du passé. Ce testament était sa façon de protéger son petit-fils, qu'il considérait comme son propre fils. Ces mots m'ont ému aux larmes. Je l'ai regardé, ressentant un élan de force. Mais l'équipe juridique de Reed n'a pas reculé. Ils ont interrogé sans relâche, tordu la vérité, suggérant même que Mamie aurait pu comploter avec moi pour tromper Papy. Chaque question était comme une flèche, mais Mamie a répondu avec un calme sincère
qui a même fait hocher la tête au juge. L'audience décisive est arrivée comme un tsunami. Après des semaines de litige, aujourd'hui était le jour où le tribunal allait rendre son verdict. Je suis entré dans le tribunal, tout mon corps tendu. Mamie était assise à mes côtés, me tenant fermement la main, ses yeux me rassurant que quoi qu'il arrive, elle était là. Reed, Monica et Marcus étaient assis de l'autre côté de la salle, leurs expressions pleines de confiance comme s'ils étaient certains de gagner. Victor Crane s'est levé, prononçant son argument final. « Votre honneur, nous sommes confrontés à un cas clair de manipulation. Gabrielle Hannett, qui n'a pas de lien de sang direct avec la famille, a exploité l'état affaibli de M. William Hannett pour s'emparer de la succession. Nous demandons que le tribunal déclare le Nouveau Testament invalide et confirme l'original. » J'ai senti un rush de colère monter en moi. J'ai eu envie de me lever pour crier que papy n'était pas quelqu'un qui pouvait être manipulé, que je ne l'avais jamais contraint. Mais M. Grayson m'a fait signe de rester silencieux, puis il s'est levé, sa voix résonnant avec conviction. « Votre honneur, Gabriel Hannot n'est pas seulement le petit-fils de M. William Hannut, mais aussi le fils de Jonathan Hannott, pour lequel William cherchait à faire amende honorable. Ce testament n'est pas le produit d'une manipulation, mais le dernier souhait d'un homme cherchant à réparer une erreur. J'ai demandé la permission de parler au juge. Je me suis levé, mes mains tremblant alors que je tenais la lettre de papy. « Votre honneur » ai-je commencé, ma voix tremblante mais devenant plus ferme. Mon grand-père, William Hannott, était l'homme le plus honorable que j'ai jamais connu. Il m'a écrit cette lettre pour me dire la vérité sur mon père, sur son amour pour moi. Je voudrais la lire. J'ai lu chaque ligne, ma voix se brisant alors que je parlais de Jonathan, du regret de papy, de son souhait de me protéger. Quand j'ai terminé, la pièce était silencieuse. Mamie était en larmes et j'ai vu un éclair d'émotion dans les yeux du juge. « Je ne fais pas cela pour l'argent, » ai-je dit, regardant directement Reed. « Je fais cela pour papy, pour mon père et pour la vérité. » Mamie a été appelée à témoigner une dernière fois. Elle s'est tenue devant le tribunal, sa voix tremblant, mais puissante. William m'a dit qu'il voulait que Gabriel ait tout parce qu'il était l'héritage de Jonathan, l'héritage de notre famille. Il était lucide jusqu'à ses derniers moments, et je jure que ce testament reflète ses véritables volontés. Le juge, une femme au visage sévère, a regardé autour de la pièce. Après un moment de délibération, elle a frappé son marteau. Sur la base des preuves et des témoignages, le tribunal déclare le testament daté du 15 septembre 2024 valide. Gabriel Hannot a droit à 90% de la succession de M. William Hannut. M. Reed Hannott recevra 10%. La pièce a explosé. Reed a frappé la table, criant « C'est une farce !» Monica et Marcus étaient sidérés, leurs visages pâles. Je me suis effondré sur ma chaise, sentant comme si un poids énorme avait été levé. Mamie m'a serré dans ses bras, ses larmes tombant sur mon épaule. « Tu as réussi, Gabriel » a-t-elle murmuré. « Ton grand-père serait fier. » Reed s'est tourné vers moi, ses yeux brûlants de haine. « Tu n'as pas encore gagné, Gabriel » a-t-il dit, sa voix glaciale. « Tu vas payer pour ça. » Mais je n'avais plus peur. Je l'avais affronté. J'avais affronté la famille et j'avais gagné. Pas pour l'argent, mais pour la vérité. Alors que la porte du tribunal se fermait derrière Reed, Monica et Marcus, j'ai senti une nouvelle vague d'air remplir ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, c'était comme si je pouvais respirer librement. Mamie m'a tenu la main, ses yeux brillants de fierté mêlés de larmes.
Tu as réussi, Gabriel, a-t-elle murmuré, sa voix tremblant. Ton grand-père sourir de là-haut, en voyant à quel point tu es fort. Je l'ai serré fort, sentant la chaleur de son corps fragile. La seule personne de cette famille qui m'aimait vraiment. La décision du tribunal ne m'a pas seulement accordé 90% de la succession de Papy, actions, biens immobiliers et actifs d'une valeur de plus de 15 millions de dollars. Cela m'a donné quelque chose de bien plus précieux. La reconnaissance, la vérité sur mon père et le courage de me défendre. Mais je savais que cette victoire n'était pas la fin. C'était le début d'un nouveau chemin que je devais tracer moi-même. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à prendre le contrôle de la succession de Papy. Monsieur Grayson m'a guidé à chaque étape, du transfert des actions à la gestion des propriétés dans le Nebraska et l'Iowa. L'ampleur de la tâche m'a submergé, mais j'ai refusé de me laisser aveugler. Je ne voulais pas devenir comme Reed, vivant seulement pour la richesse et le pouvoir. Je voulais utiliser cet héritage pour créer quelque chose de significatif, pour rendre fiers Papy et mon père Jonathan. J'ai décidé de créer un cabinet d'architecture, un rêve que j'entretenais depuis mes études universitaires. Avec le capital de la succession, j'ai acheté un petit bureau au centre-ville de Kearney, j'ai embauché quelques jeunes associés passionnés et j'ai commencé à prendre nos premiers projets. Chaque croquis que je dessinais, chaque structure que je concevais portait un morceau de moi. Des jours où j'étais assis avec Papy écoutant ses conversations sur les bâtiments qu'il avait construits. Des rêves que mon père Jonathan aurait pu avoir. J'ai nommé le cabinet Anout Designs, un hommage à Papy et à mon père, les deux hommes qui m'ont donné la force de me tenir droit. J'ai coupé tout contact avec Reed, Monica et Marcus. Après le procès, ils m'ont bombardé de messages menaçants, d'appels harcelants, et ont même essayé de répandre d'autres rumeurs pour ternir mon nom. Mais je m'en fichais. J'avais appris que ceux qui sont consumés par la cupidité ne valent pas mon attention. J'ai bloqué leurs numéros, je les ai effacés de ma vie, tout comme ils avaient autrefois essayé de m'effacer de la famille. L'opinion publique s'est progressivement calmée, et ceux qui connaissaient Papy ont commencé à me voir différemment. Pas comme l'enfant bâtard, mais comme un homme qui s'est battu pour la vérité. Mamie était la seule que j'ai gardée près de moi. Je l'ai convaincue de venir vivre avec moi dans une nouvelle maison, non loin de l'ancienne maison en bois qu'elle partageait avec Papy. Au début, elle a refusé, disant qu'elle ne voulait pas me surcharger, mais je lui ai tenu la main et j'ai souri. Mamie, tu es ma vraie famille. Je veux prendre soin de toi tout comme tu as pris soin de moi. Elle a finalement accepté, et je ne peux décrire la joie de la voir sourire, de la regarder planter des marguerites dorées dans notre nouveau jardin, de l'entendre raconter des histoires de Papy et de mon père. Un après-midi, alors que le doux soleil doré inondait le salon, j'ai accroché la photo de moi, Papy et Mamie au mur. À côté, j'ai placé la photo de mon père, Jonathan, me tenant bébé. Je me suis tenu en silence, contemplant les deux photos, une vague d'émotions me submergeant. Ce n'étaient pas seulement des photos, c'était mon héritage. Pas l'argent, pas les propriétés, mais l'amour, la vérité et le courage que Papy et mon père avaient laissé derrière eux. J'ai touché la photo de mon père, murmurant « Papa, je ne te connais pas bien, mais je promets de vivre une vie digne de ton amour. » Puis je me suis tourné vers la photo de Papy, souriant. « Papy, je l'ai fait. Je vivrai une vie digne de la confiance que tu m'as accordée. » Mamie est entrée, posant une main sur mon épaule. « Tu ressembles tellement à Jonathan, » a-t-elle dit, sa voix douce. « Il a toujours cru en faire ce qui est juste,
s'est toujours battu pour ça. Et toi, Gabriel, tu es la fierté des deux. Je me suis retourné et je l'ai serré dans mes bras, les larmes coulant silencieusement. Je n'étais plus le garçon solitaire rejeté dans la maison de Reed. Je n'étais plus l'enfant bâtard qu'il m'appelait. J'étais Gabriel Hanno, fils de Jonathan, petit-fils de William, et j'avais trouvé la liberté. La liberté de vivre en accord avec moi-même, d'aimer, de construire une vie pour laquelle je pouvais garder la tête haute. La tempête familiale était passée, laissant des cicatrices, mais aussi une leçon profonde. Le véritable amour est plus fort que le sang, et la justice, bien que tardive, finira par triompher. Je suis sorti dans la cour, regardant les marguerites dorées luire sous la lumière du soleil, et j'ai souri. Ma vie commençait maintenant vraiment.